Merci, Président. Bonsoir. Ça fait plaisir de se retrouver pour discuter de sujets qui nous tiennent à cœur. Les nouvelles idées, ça parle à tout le monde. Et, comme le disait notre président bien-aimé il y a quelques instants, tout le monde a des idées. À savoir lesquelles sont les bonnes, lesquelles sont les mauvaises. Parfois, on peut se retrouver saisi de vertige quand on découvre que ce qui semblait être une très bonne idée est quelque chose de terriblement destructeur. On va en parler, on va revenir là-dessus. Parler de l'histoire de la créativité, comment elle a été perçue, comment elle a été développée, cultivée, valorisée, tout ce que vous voulez, c'est une affaire qui nécessiterait de nombreux angles. Aujourd'hui, on va aborder le sujet par une porte plus aisée, avec des histoires, des petites histoires plutôt que la grande histoire, en cherchant à en obtenir quelques images, quelques aperçus. Naissance d'une idée, c'est évidemment quand vous êtes professeur d'université, enseignant-chercheur, comme ça a été mon cas, comme c'est toujours mon cas, vous êtes jugé, évalué par vos pairs, vous progressez dans la carrière, vous recevez des récompenses, non pas en fonction de votre rigueur, c'est somme toute tout à fait mineur dans une carrière d'universitaire, mais en fonction de réussir à avoir les bonnes idées, voir les choses différemment, convaincre votre entourage, vos pairs, que votre idée est féconde. Et on aimerait bien avoir les recettes, les bonnes façons de faire, le bon manuel. Il n'y en a pas, on doit se trouver son chemin. Et souvent, les idées, elles viennent avec un moment ou des moments qui sont assez brusques. Même quand vous faites les choses de façon extrêmement posée, il y a toujours ces instants de discontinuité dans votre perception, dans le savoir. Et de façon spectaculaire, des fois, vous avez le déclic, l'idée. On a un mot pour ça qui nous vient de nos amis, les Grecs anciens, Eureka. Aucun autre mot ne représente plus le processus de la nouvelle idée, Eureka. Et l'histoire humaine est jalonnée de ces moments, petits, grands, personnels ou dans le fond culturel commun, d'Eureka. Et je vais introduire avec l'un de ces Eureka particulièrement dramatiques. Le héros de notre Eureka, c'était il y a 90 ans, 1933. Notre héros s'appelle Léo Szilard. Pour ceux qui ont pratiqué l'histoire des sciences au XXe siècle, c'est l'un des personnages les plus fascinants, extraordinaires. Pour le grand public, c'est un complet inconnu. Juif hongrois déraciné, physicien théoricien brillant, frappé par au moins 3 malédictions pendant toute sa carrière. La première est de se retrouver toujours errant, sans domicile fixe, passant sans arrêt d'un lieu à un autre, incapable de décrocher un poste d'université, de se fixer quelque part, passant de pays en pays, fuyant l'Allemagne dans laquelle le parti nazi était en train de prendre le pouvoir, fuyant l'Allemagne 24 heures avant la fermeture des frontières aux Juifs, passant tout le reste de sa vie entre les hôtels, les trains et tout, première malédiction. Deuxième malédiction, celle d'être frappé du don de prophéties désastreuses, voyant partout où sont les désastres, où ils vont arriver, prédisant les calamités et hélas se retrouvant souvent dans le vrai. Et une troisième malédiction, qui est celle de rester toujours dans l'ombre, d'être toujours effacé. La biographie qui lui est consacrée, très belle biographie, s'appelle Genius in the Shadow, dans l'ombre. C'est vraiment ça. Toute sa vie, toute sa carrière reste dans l'ombre, encore aujourd'hui comme effacé de mémoire. Et même dans le bon film, par ailleurs, Oppenheimer, le bon film qui a été un succès extraordinaire au box-office, c'était quoi, l'an dernier ? C'est certainement
le personnage de tous qui est le moins bien traité. On le voit à peine alors qu'en vrai, il a un rôle considérable. Mais bon, c'était ses malédictions. Un personnage extraordinaire. Et donc, ce jour de Londres, en 1933, où il était à la recherche, il passait une partie de son temps à rechercher comment pourrait-on extraire de l'énergie de l'atome. Le processus de fission nucléaire n'était pas encore connu. Mais on savait que dans certains cas, il y avait certaines réactions, certaines façons de travailler avec les atomes qui pouvaient en extraire un tout petit peu d'énergie, et que dans certaines façons, on pouvait imaginer que ça se cassait en plusieurs morceaux. Cette énergie était minuscule. Et Léo Szilard se demandait comment pourrait-on obtenir à partir de là une énergie utilisable importante. Réfléchissez. Toute la journée, dans sa chambre d'hôtel, des heures dans son bain, en bon hongrois, il adorait passer des heures dans les bains chauds. Et il ne trouvait pas. Et ce matin, dans les rues de Londres, il se promenait. Il avait oublié ce problème qui le tourmentait. Et à un moment, il s'arrête et, dit-il dans ses mémoires, à l'instant où le feu est passé au rouge en face de lui, il a eu l'illumination. Eureka! Cette illumination, ici, c'est l'image que l'artiste Edmond Baudouin a dessinée pour en rendre compte dans une bande dessinée qu'on a fait ensemble, Les Rêveurs lunaires. En un éclair, il avait entrevu le principe de la réaction en chaîne. Ce procédé par lequel un noyau atomique cassé de telle façon qu'on trouve deux noyaux plus petits à partir du noyau qui a été cassé par un neutron rapide qui lui est rentré dedans. S'il pouvait émettre deux neutrons, le noyau est composé de protons et de neutrons, imaginez que, comme si vous aviez une boule de pétanque qui arrive dans un tas de boules de pétanque, et bien il y a une autre boule de pétanque qui en est échappée, et là vous avez deux neutrons qui en repartent. Chacun de ces neutrons allant casser un autre noyau, le nombre de noyaux qui ont été cassés ainsi, au départ vous en avez un, vous avez projeté un neutron dedans, puis vous en avez deux neutrons qui vont chacun casser un nouveau noyau. Chacun de ces deux noyaux cassés va engendrer deux nouveaux neutrons, donc vous en aurez 4, puis 8, puis 16, puis 32, etc. C'est une progression exponentielle. À chaque fois, vous multipliez par 2, une série géométrique, comme on dit en mathématiques. Et très, très, très vite, vous arrivez à des nombres absolument gigantesques par rapport à ça. Il y a des tas d'histoires sur la façon dont il est impossible à l'esprit humain de concevoir la rapidité de ces progressions exponentielles. On s'en est rendu compte quand est arrivé le Covid, comme c'est dur d'imaginer ce que c'est une progression exponentielle, l'épidémie. Alors, la plus connue de ces histoires de progression exponentielle, c'est la fable des grains de riz. Un roi qui veut récompenser qui sait quel savant pour une invention qu'il a faite. Et le savant lui dit, sire, voici un échiquier, si vous en êtes d'accord, tout ce que je veux, c'est quelques grains de riz. On en mettra 1 sur la première case, 2 sur la deuxième case, et à chaque fois on doublera de case en case, et ça me suffira pour mes modestes vieux jours. Bon, d'accord, dit le roi, sans se rendre compte que faire un grain de riz, puis 2, puis 4, etc., pour arriver à la 64e case, il vous faudrait mettre dessus toute la production mondiale de riz pendant au moins 1000 ans. C'est impossible de concevoir, et ça juste en 63 coups. La convergence, cette progression exponentielle, c'est impossible de concevoir à quel point c'est grand. Eh bien, imaginez que ce soit pareil avec les neutrons. Au bout de 10 collisions, au bout de 63 collisions par des neutrons, c'est une somme juste gigantesque, phénoménale de noyaux atomiques qui ont été ainsi touchés. De sorte que vous avez la minuscule quantité d'énergie qui est relâchée par chaque collision, elle devient juste phénoménale. En un instant, Léo Szilard comprend que oui, il a trouvé la solution de son problème,
mais c'est la malédiction qu'il a trouvée. Parce que si ça s'avère possible, s'il y a des noyaux atomiques qui ont effectivement cette propriété, il est possible de faire une arme gigantesque, extraordinaire. En un instant, Léo Szilard, dans ce matin de 1933, quand le feu rouge s'est allumé, a entrevu la bombe atomique qui allait peser sur tout le reste de son existence. D'abord, il s'est lancé dans ce qu'il pensait être la course de vitesse effrénée pour éviter que ce soit la physique allemande qui soit la première à mettre la main sur la bombe atomique, à cette époque où la physique allemande était la meilleure du monde, sans aucun doute possible. C'est lui qui a tenu la main d'Einstein pour écrire sa fameuse lettre au président des États-Unis à l'époque, pour démarrer le projet Manhattan. Quel est être le grand projet de recherche et innovation industrielle le plus phénoménal de toute l'histoire de l'humanité. Ça fait partie de la malédiction de l'humanité que ce plus grand projet industriel de tous les temps ait été consacré à la production de l'arme la plus destructrice de tous les temps. Szilard se retrouve engagé dans le projet Manhattan, se retrouve après créateur des conférences Pugwash, les conférences mondiales des scientifiques pour le désarmement nucléaire mondial, et consacre le reste de sa vie, ou presque, à militer pour le désarmement atomique. Et certes, certainement, on aurait trouvé, il n'y a aucun doute qu'on aurait trouvé la bombe atomique sans Léo Szilard, mais méditez là-dessus. Vous avez là ce personnage haut en couleur, extraordinairement vif, qui a le premier sur Terre à la fois l'idée nouvelle, la réaction en chaîne qui va changer le destin de l'humanité, et en même temps la prescience de ce que c'est le potentiel anéantissement pour l'humanité. Les illuminations marquantes, elles peuvent se trouver des fois en période de tension, elles peuvent se trouver et être parfaitement bénéfiques quand on les regarde a posteriori. En voici, un peu dans la même période, un peu plus tard dans l'histoire, une illumination. Pour le coup, c'est pas clair qu'on aurait pu la trouver s'il n'y avait pas eu le cerveau qui était là et qui a joué un rôle majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'Alan Turing, un des mathématiciens emblématiques du XXe siècle, et il est resté dans l'ombre assez longtemps. C'est dans les années 80 seulement que sont parues les premières biographies, en particulier la merveilleuse biographie d'Andrew Hodges sur Alan Turing, dont a été tiré l'assez mauvais film hollywoodien à la gloire d'Alan Turing. Et dans la carrière d'Alan Turing, on trouve plusieurs phases. Une phase consacrée à des questions de logique extrêmement fondamentales, et une phase consacrée à des problèmes extrêmement appliqués pendant la guerre. Il était l'un des leaders d'un projet emblématique, le projet de Hut9, qui a été celui qui a permis décrypter les codes secrets utilisés par la marine allemande, par les sous-marins nazis de l'époque en particulier. Et c'était une grosse équipe à la fin de la guerre. L'épisode de ce déchiffrage est l'un des grands épisodes majeurs fondateurs de la cryptographie. C'était un travail collectif considérable, ce que le film rend très mal d'ailleurs, mais dedans, il y a une certaine technique, une façon d'estimer certains paramètres manquants dans le code, dans lequel il y a une certaine combinaison de statistiques, de mécanique, avec une petite arithmétique, une petite algèbre plutôt très particulière, qu'Alan Turing a découverte. Et encore aujourd'hui, on ne peut que se demander comment il a eu cette illumination-là. Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Et là, on peut méditer sur ce fait très marquant. S'il n'y avait pas eu le bon déclic dans le cerveau d'Alan Turing, le déchiffrage des codes nazis était peut-être impossible. Pour le coup, c'est pas clair que les équipes britanniques auraient réussi à le faire sans ça. Et pour le coup, sans le déchiffrage des codes nazis, des choses extrêmement concrètes, telles que le débarquement de Normandie, auraient été impossibles. Le débarquement de juin 1944. L'issue de la guerre aurait sans doute pas été changée, mais la guerre aurait certainement duré 1 ou 2 ans de plus avec les conséquences qu'on imagine. Et si ça se trouve, pour le coup, la première bombe atomique, au lieu d'exploser au Japon, elle aurait explosé en Allemagne. C'est permis de le penser. Les conséquences phénoménales d'une idée dans un cerveau, dans ce genre de situation,
font que ça joue un rôle fascinant et légitime pour l'humanité de s'interroger sur ces épisodes d'illumination et de s'y pencher d'un peu plus près. En voici une, mathématique, qui est pour le coup beaucoup plus pacifiste, sans contexte guerrier, et qui renvoie à la médaille Fields évoquée tout à l'heure par notre cher président. Voici l'un des premiers récipiendaires de la médaille Fields, Laurent Schwartz, pour sa théorie des distributions, un cadre, un formalisme mathématique très général pour traiter des équations aux dérivées partielles. Certaines équations qui arrivent en physique mathématique dans lesquelles on s'intéresse aux tendances des fonctions par rapport à tel ou tel paramètre quand les fonctions dépendent de plusieurs variables. Et Laurent Schwartz décrit bien dans son autobiographie cette espèce de nuit de feu spectaculaire pendant laquelle il a eu comme une illumination pendant quelques heures tous les principaux résultats de sa théorie qui lui tombaient tout cuits les uns après les autres et ainsi de suite. Un épisode merveilleux comme une illumination mystique, un peu comme, pour ceux qui aiment Blaise Pascal, l'épisode de sa fameuse nuit de feu avec une illumination mystique et une conscience du Christ et tout ça. Lui, Laurent Schwartz, c'était la conscience de la théorie des distributions, avec laquelle il faisait quasiment corps et qui a été au cœur de sa récompense, de sa médaille Fields, et qui a donné un cadre, un langage commun à des générations de mathématiciens dans la suite. Alors, en voici une autre, encore différente. Elles ont toutes leurs particularités, leur contexte, et elles se nourrissent de la façon de travailler de la personne qui les héberge, ces illuminations. Voici Carl Friedrich Gauss, mathématicien allemand, l'un des plus puissants cerveaux de toute l'histoire. Pour l'histoire, Carl Friedrich Gauss, jeune, hésité entre la carrière de mathématicien et la carrière de théologien. Certains diront que ça se ressemble. Et Vlatipa, qui démontre un magnifique théorème, avec une règle et un compas, il est possible de construire par une série d'opérations, comme on le faisaient les Grecs anciens, comme on le fait des fois dans les classes élémentaires, avec des suites de compas, de cercles, de traits, il est possible de construire un polygone régulier à 17 côtés. Vous n'êtes pas forcément très impressionné, mais songez, un polygone régulier à 3 côtés, on sait construire. C'est un triangle équilatéral, on apprend à faire ça à l'école avec un compas, c'est facile. Un polygone régulier à 4 côtés, on sait construire. C'est un carré, il y a plein de façons de construire le carré. Un polygone régulier à 5 côtés, c'est un peu plus compliqué. C'est un pentagone régulier, ça fait intervenir le nombre d'or, on y arrive. Un polygone régulier à 6 côtés, c'est l'hexagone régulier, ça c'est très facile pour le coup. Mais un polygone régulier à 7 côtés, on ne sait pas faire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le chiffre 7 a tellement fasciné les anciens. On ne sait pas faire le polygone régulier à 7 côtés, et même on sait démontrer qu'il n'y a aucune façon de le construire. Et les mathématiciens, ils s'intéressent à bien des choses intéressantes. 7 côtés, impossible. 8 côtés, c'est possible. Alors, à partir de là, on se demande, mais quels sont les polygones qu'on sait construire et ceux qu'on ne sait pas construire? Et Gauss démontre, 17 côtés, on sait faire. Et il explique pourquoi. Parce que 17, c'est un nombre de la forme 2 puissance 2 plus 1. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 4, ça fait 16. 2 puissance 4 plus 1, ça fait 16 plus 1, ça fait 17. Et Gauss démontre que les polygones constructibles à la règle et au compas, les polygones réguliers constructibles à la règle et au compas, sont exactement ceux dont le nombre de côtés est produit de facteurs de la forme 2 puissance k plus 1. Par exemple, 3, c'est 2 puissance 0 plus 1. 5, c'est 2 puissance 1 plus 1, etc., etc. Et en soi, déjà, c'est quelque chose de beau. Vous avez une règle simple même qui vous dit exactement quels sont les nombres de côtés pour lesquels on sait faire et ceux pour lesquels on ne sait pas faire. Quelque chose de beau.
Aristote, dans l'un de ses discours, nous parle des 3 qualités fondamentales de la beauté comme étant la précision, l'ordre et la commensurabilité, ce qui peut se comparer aux autres, être en rapport les uns avec les autres. Ben là, vous avez quelque chose qui vous donne de l'ordre. Voici les polygones qu'on sait construire et ceux qu'on ne sait pas construire. Et Gauss a trouvé ça tellement beau que sa résolution a été prise. Plutôt que la théologie, ce sera la mathématique pour le reste de sa carrière. Il y a énormément de découvertes qui portent la marque de Gauss et qu'on appelle les gaussiennes, les fonctions de Gauss, les théorèmes de Gauss, théorie de Gauss, etc., etc. Voici l'une des illuminations un matin qui a donné naissance à une de ces jolies théories. Un jour, Gauss, comme ça, pour s'amuser, après le petit déjeuner, décide de calculer avec une certaine précision la moyenne arithmético-géométrique de racines de 2 et de 1. Pourquoi pas? À cette époque-là, il n'y a pas de calculatrice, mais ce n'est pas un problème pour quelqu'un comme Gauss. Il sait qu'il y a des algorithmes efficaces pour calculer cette moyenne arithmético-géométrique. C'est une suite de moyennes arithmétiques et de moyennes géométriques. C'est un exercice intéressant qui, niveau lycée, pour un bon élève motivé, de montrer que ça converge quand on prend cette suite de moyennes arithmétiques géométriques, peu importe les détails. Ce nombre, noté ici m comme moyenne de racines carrées de 2 et de 1, il le calcule avec une vingtaine de décimales. 1,19814023475 bon. Et après, il se dit, allez, essayons de voir si c'est un nombre intéressant. De nos jours, vous avez des ordinateurs avec de l'intelligence artificielle, vous leur mettez un nombre, ils vous disent, ce nombre, on peut l'écrire, E puissance 3, il y a une racine carrée de quelque chose, etc. Et ils cherchent ce que ça peut être. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, mais il y avait l'intelligence de Carl Friedrich Gauss. Et donc, il essaye, il calcule, et après quelques petits essais, comme ça, avec son papier, son crayon, il découvre que, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est 2π divisé par la longueur de la lemniscate. Alors, la lemniscate, c'est une courbe, c'est un ami des mathématiciens, des mathématiciennes, en coordonnées polaires, ça s'écrit ρ égale racine carrée de cosinus 2 fois θ, l'angle polaire, ça dessine un joli infini, un petit papillon, comme vous le voyez sur la figure de gauche, ici, avec un X central où sont des angles droits. Et Gauss connaissait par cœur la longueur de cette lemniscate comme quelque chose d'intéressant qui demandera un jour à être expliqué, qui sait quoi. Et donc numériquement, il découvre là en gribouillant sur son papier que bon sang, c'est 2π sur la longueur de la lemniscate et il se dit il doit y avoir une raison mathématique. La démarche mathématique, comme beaucoup de la démarche scientifique, ça part d'un émerveillement, d'une surprise. Ah, bon sang, les 3 points sont alignés. Bon sang, il y a une relation entre tel objet et tel objet. Bon sang, ces trucs-là sont égaux. Et on remplace cette belle coïncidence, qui semble un petit miracle, par une belle explication. Il a fallu quelque temps à Gauss pour trouver l'explication. Et ça a été le début d'une nouvelle théorie, dans laquelle il faisait une correspondance entre certaines opérations arithmétiques et certaines opérations intégrales, algébriques, comme on dit. Certaines intégrales de certaines expressions algébriques peuvent être mises en relation avec certaines opérations de type arithmétique. Et c'était le début d'une nouvelle théorie. Mais comme vous voyez, il y a eu l'inventivité, la puissance de Gauss pour trouver les théories, les manier, mais au début, il y avait cette illumination et quelque chose qui n'était résolument pas prévu. On va continuer encore dans cette petite galerie d'illuminations qui ont changé ici un pan de théorie. Dans la suivante, l'illumination, elle a été collective, elle a duré très longtemps, si on veut, avant qu'on s'en rende compte. On ne pourrait pas dire qu'il y a une personne à un moment donné qui a eu un eureka, mais il y a eu, de la part de la société, un eureka collectif spectaculaire qui a abouti, pour le coup, à un changement de vision du monde. Et on va commencer avec le moment waouh de Robert Brown. Brown, c'est le Brown du mouvement brownien. Un mot-clé, un concept clé qu'on retrouve partout aujourd'hui.
On le retrouve en biologie, on le retrouve en physique, on le trouve en finance, on le trouve un peu partout. Mais c'est un botaniste, Robert Brown, qui a laissé son nom. Et vous avez ici, sur la planche à droite, les éléments tirés d'une encyclopédie du très précis microscope, très précis à l'époque, dans les années 1820, avec lesquels il a fait une observation qui allait le faire entrer dans l'histoire. Encore davantage que les récits de ses expéditions en Australie, que ses travaux sur telle et telle plante. Et voici, d'une part à gauche, un exemplaire de son microscope conservé à la Linné Society à Londres, et de l'autre, une petite reconstitution, un petit film de quelques secondes en reconstitution de l'expérience de ce qu'il a vraiment vu dans l'objectif de son microscope. Évidemment, c'était assez flou, évidemment, c'était dur de distinguer, mais ce qu'il a compris, c'était qu'il y avait une agitation incessante dans ce qu'il observait. Ce qu'il observait, c'était des petits grains de pollen minuscules dans de l'eau. C'était impossible de les voir à l'œil nu, mais avec le microscope, on voyait bien que ces grains de pollen étaient agités d'un mouvement désordonné et perpétuel. Et il a observé, Brown n'était en fait pas le premier à avoir observé ça, mais c'est celui qui l'avait le mieux observé, et le premier qui a compris que ça n'avait rien de biologique, rien à voir avec le fait que ce soit un grain de pollen et quelque chose de vivant, d'organique. Et il l'a montré en faisant des expériences avec des tout petits grains de pierre, des toutes petites, des petites poussières, et en observant les petites poussières et en voyant qu'en dessous d'un certain diamètre, ces petits morceaux de pierre, ils étaient agités d'un mouvement désordonné, perpétuel aussi. Et on a appelé ça le mouvement brownien. Et la nature de ce mouvement brownien, il a fallu beaucoup de temps avant de l'expliquer. C'est en 1905 que paraissent simultanément les deux articles de physique qui explique le mouvement brownien et lui donne l'interprétation qu'on connaît aujourd'hui. Le premier est un visage bien familier, Albert Einstein. Mais c'était là son premier article marquant, le premier de son Annus Mirabilis en 1905. Rien à voir avec la théorie de la relativité, rien à voir avec l'effet photoélectrique qui a eu le prix Nobel, rien à voir avec la théorie de la relativité générale, qui est son grand chef-d'œuvre, mais c'était une explication du mouvement brownien avec la théorie atomique de Ludwig Boltzmann. Le second, Marian Smoluchowski, très brillant physicien polonais, contemporain d'Einstein, qui était aussi un élève spirituel de Boltzmann, comme Einstein. Et l'un et l'autre se mettent en tête de montrer qu'on peut expliquer ce mouvement erratique, ce mouvement des petits grains de pollen dans l'eau, avec le postulat qui avait été développé, porté haut et fort, dans un climat de très grande polémique scientifique par Ludwig Boltzmann au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Alors Maxwell, puis Boltzmann, et Boltzmann en particulier, le grand héros de cette hypothèse, selon laquelle la matière est faite de minuscules composants invisibles, agités, animés d'un mouvement désordonné permanent. Et je vais vous faire avec une petite illustration l'explication telle qu'elle est, telle que Boltzmann lui-même l'avait entrevu, mais sans développer les calculs et sans l'appliquer exactement. Voici votre particule. Ce que vous voyez ici, c'est la particule ou le grain de pollen. Imaginez-vous que c'est quelque chose qui est juste visible au microscope. Et ça, c'est le mouvement dont il est animé. Vous, ce que vous voyez, c'est juste cette trajectoire désordonnée, la petite bout de trajectoire que vous pouvez voir ici. Et vous demandez à quoi c'est dû. Ce que vous ne voyez pas, qui est tout autour, ce sont les molécules d'eau, les molécules de fluide qui l'entourent. Ici, elles sont très très grandies, mais en fait, même avec le microscope, elles restent invisibles. Elles sont à une échelle encore très inférieure. Maintenant, ces molécules, si elles sont animées d'un mouvement permanent, perpétuel, elles vont venir cogner votre grain de pollen. Une molécule qui cogne le grain de pollen, c'est tout petit. Le grain de pollen, c'est pas suffisant pour le faire bouger. Et puis de toute façon, le grain de pollen, il est cogné de tous les côtés. Si vous êtes pressurisé de tous les côtés, vous, au milieu d'un métro très bondé, vous ne bougez pas. Vous êtes cogné de tous les côtés, c'est pas ça qui va vous faire bouger. Mais si,
par hasard, il se trouve qu'un paquet de molécules vont vous cogner plutôt vers la gauche que vers la droite. Il y en a 30 d'un côté, 10 de l'autre. Juste par hasard, par fluctuation, ça va vous envoyer une impulsion d'un côté ou de l'autre. Et ce que vous voyez, c'est donc la résultante de tous ces chocs invisibles. Maintenant, tous ces chocs invisibles, si vous croyez en la théorie atomique, dans le fait qu'ils sont représentés par des équations aux dérivées partielles, comme l'équation de Boltzmann sur laquelle j'ai fait ma thèse, comme l'équation de Landau sur laquelle j'ai fait des travaux de recherche, et ainsi de suite, vous pouvez mettre en équation les propriétés statistiques de ces chocs, en combinant physique et statistique. Loi des grands nombres, loi des erreurs, etc. Et c'est ce que s'occupent de faire Einstein et Smoluchowski. Et ils en établissent l'une des équations aux dérivées partielles, les plus célèbres qui soient, l'équation dite de diffusion, qui avait déjà été inventée ou découverte par Joseph Fourier au début du XIXe siècle pour décrire l'évolution de la chaleur dans un corps métallique, mais qui ici est appliquée dans un tout autre contexte, celui de la diffusion d'une densité de particules ou d'une probabilité de présence dans un fluide. L'une des forces de la mathématique, c'est qu'une même équation peut décrire des phénomènes physiques extrêmement différents. Et le savoir que vous avez acquis sur l'un de ces phénomènes va éclairer l'autre phénomène et ainsi de suite. Et donc Einstein et Smoluchowski reprennent ce qui est connu sur l'équation de la chaleur pour en déduire un certain nombre de propriétés. Montrent que la probabilité de présence de trouver la particule quelque part, elle obéit donc à cette équation. Comment il faut la lire? Pas grave si vous n'arrivez pas à la lire. On lit ça, d rond ρ sur d rond t égale d fois Laplacien ρ. On peut vous le dire que la dérivée de ρ par rapport au temps, c'est d, coefficient de diffusion, fois la somme des dérivées partielles par rapport à l'espace de la distribution ρ. Puis, si ça vous reste étranger, voyez-le juste comme une jolie formule magique. Alors, la formule magique, elle vous permet de mesurer le coefficient d, dit coefficient de diffusion. Si la diffusion est grande, la particule va beaucoup bouger. Si la diffusion est petite, elle va bouger petitement. Et ainsi de suite. Et puis, vous pouvez vous amuser, jouer avec, etc., par diverses méthodes estimées d. Et ce que montrent encore Einstein et Smoluchowski, on appelle ça l'équation de diffusion d'Einstein, c'est que ce coefficient d, il peut se calculer en fonction de paramètres physiques. R, la constante des gaz parfaits, celle de PV égale nRT, pour ceux qui ont des souvenirs de leur cours de théorie des gaz. T, la température. 6, le 6 habituel. N, alors N, le fameux, le nombre d'Avogadro. Le nombre de molécules de gaz dans un volume de référence donné. Et pour diverses raisons, le volume de référence qu'on prend, c'est quelque chose comme 22 litres. Mais en tout cas, un certain volume qu'on se donne. Et ce qui est important, c'est se fixer. Et N, le nombre de molécules, c'est quelque chose qui vous permet de faire le transfert comme une ambassade, une conversion entre des propriétés du monde microscopique invisible et du monde macroscopique visible. Pi, 3,14, on le connaît, a le rayon de votre particule, de votre petit grain de pollen, de votre petite boule, et état la viscosité du fluide. C'est quelque chose qui se mesure physiquement, la viscosité de l'eau. Si je vous dis que le miel est plus visqueux que l'eau, vous me croyez, ça se mesure par le fait que le coefficient physique de viscosité pour le miel est bien plus élevé que celui de l'eau. Alors, dans cette formule, on peut tout calculer ou tout estimer, D en observant le mouvement de la molécule, état en faisant des expériences, etc., sauf N, le nombre d'Avogadro qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas ce monde invisible. Mais comme dans cette formule, on a tout, sauf le nombre d'Avogadro, on en tire le nombre d'Avogadro en fonction de D, R, T, pi, A, état et 6. Et donc, ce que nous disent Einstein et Smoluchowski, c'est que si cette vision est vraie, on va réussir à estimer, calculer le nombre d'Avogadro. Et ils le proposent. Et ce qui va être remarquable, alors nombre d'Avogadro, la première estimation qui en a été donnée, c'est d'un philosophe et physicien autrichien
Joseph Loschmidt, qui avait été un des maîtres à penser de Boltzmann. C'est un nombre gigantesque. C'est de l'ordre de 10 puissance 23 à 10 puissance 24. Imaginez un 6 suivi de 23 zéros. Et ce qui a convaincu les gens, finalement, dans les années 1910, que la vision de Boltzmann était juste et que la matière était bien faite d'atomes, c'est pas d'avoir réussi à observer un de ces atomes ou isoler un de ces atomes. C'est le fait que toutes les études physiques visant à calculer le nombre d'Avogadro, comme celle que je viens de décrire, ou d'autres, basées sur l'étude de la concentration des particules dans un tube à essai, ou basées sur l'étude de la couleur bleue du ciel, ou basées sur encore d'autres problèmes physiques, toutes ont abouti à peu près à la même valeur, la même estimation pour le nombre d'Avogadro. C'était toujours entre 6 et 7 fois 10 puissance 23, pour 12 expériences différentes, 12 théories différentes. Et là, les physiciens dans le monde entier, voyant ça, se sont dit ça ne peut pas être une coïncidence, ça tombe trop juste, c'est trop beau. Et donc, la plus raisonnable est d'accepter que les atomes existent, même si on n'en a vu aucun, puisque c'est comme un dénominateur commun à toutes ces expériences. Voici l'une de ces expériences, par exemple. Elle a été menée par le physicien danois Theodor Svedberg. Dans un bassin rempli d'eau, on met un paquet de ces petits grains de pollen. Alors en vrai, on ne travaille pas avec des grains de pollen, mais plutôt avec des minuscules boules de caoutchouc. C'est plus facile à normaliser. Et on regarde dans une petite zone de l'espace qu'on éclaire à intervalles réguliers. On regarde combien de ces petites boules de caoutchouc on observe. Là, par exemple, vous voyez qu'on observe une. Elle est en noir dans la petite tache rouge. Mais un peu plus tard, peut-être 10 secondes plus tard, on observera 2. Puis ce sera 0, etc. Ici, j'ai repris des valeurs réelles des expériences de Svedberg. Vous avez comme ça une série statistique de nombres que vous observez. Des centaines de nombres. En pratique, dans cette expérience, tous compris entre 0 et 6. Et puis, pareil, vous vous demandez, est-ce que je peux l'expliquer par un modèle statistique utilisant les atomes ? Et pareil, vous estimez à partir de là des paramètres comme la diffusion, le nombre d'Avogadro. Et on retrouve dans cette expérience, dans ce formalisme, la même valeur, 6 fois 10 puissance 23. À l'époque, et donc c'est le physicien Jean Perrin, ils ont eu le prix Nobel en même temps, tous les deux, Svedberg et Perrin. Perrin était l'un des héros de la science en général, héros de la science française, un personnage très influent, et l'auteur de l'ouvrage Les atomes, qui a emporté l'adhésion du monde scientifique en général. 1912, la parution des atomes. Et comme je vous le disais, sans qu'on ait pu observer le moindre atome, l'évidence s'est imposée aux physiciens du monde entier. Alors, vous avez ici une illumination collective, si vous voulez, qui est waouh, mais le mouvement brownien, c'est une des preuves, un des indices de l'existence des atomes. Et waouh, finalement, les atomes, ça fait sens. Ici, c'est collectif parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été, qui ont été impliquées. Et on peut dire cependant qu'à l'échelle de l'évolution du savoir, ça a été très rapide. Ça a été très rapide. En 1906, Ludwig Boltzmann se suicide. Il ne connaissait pas les travaux d'Einstein et Smoluchowski qui étaient parus quelques mois avant son suicide. Et quand il se suicide, il est au milieu des polémiques concernant l'existence des atomes et en proie au doute et convaincu qu'on n'arrivera jamais à prouver sa théorie. En 1908, 2 ans seulement plus tard, le plus brillant des adversaires de Boltzmann, un gars qui s'appelait Ostwald, brillant physicien, se convertit publiquement en disant « Finalement, les atomes, j'y crois ». Et quelques années plus tard, c'était l'ensemble de la communauté. Quelques petites années ont suffi pour ce changement, cette illumination qui a changé non seulement la science, mais aussi notre vision entière du monde. Et plus tard, qui a mené à l'arme la plus destructrice de l'humanité. Les browniens aujourd'hui sont
des théories physiques, des théories mathématiques, des théories de turbulence, comme la célèbre théorie énoncée par Benoît Mandelbrot, le père des objets fractales, sur la dimension fractale de certains objets, de certaines formes géométriques apparaissant dans les écoulements turbulents des flots et qu'on pouvait mettre en relation avec les trajectoires des particules dans l'eau et qui ont valu la médaille Fields à Wendelin Werner en 2006. On va en faire encore une autre qui a été un changement de société, un changement d'usage et quelque chose qui va se rapprocher beaucoup de notre monde à nous et des grands débats qu'on a aujourd'hui. On va parler intelligence artificielle, mais on va parler de quelque chose qu'on n'appelle même plus de l'intelligence artificielle maintenant parce que ça marche. Et les choses qu'on appelle intelligence artificielle, l'expérience montre que c'est seulement quand c'est sur le point de marcher peut-être et qu'on s'excite par rapport à ça, mais qu'à partir du moment où ça marche et où ça entre dans la société, on trouve une autre dénomination pour ça. Et là, je vais vous parler de la recherche automatique sur Internet. C'est quelque chose de banal aujourd'hui. Sur son smartphone, dans son ordinateur, on tape le mot-clé, on regarde ce qui sort, on interroge l'extraordinaire amas de données que représente le web et on arrive à découvrir énormément de choses. On s'en sert routinièrement. Moi, préparer des conférences, quiconque pour réserver son hôtel, trouver un nouveau restaurant, etc., etc. Et souvent, on dit même pas « je vais faire la recherche », on dit « je vais googler ». Tellement Google s'est identifié à cette recherche automatique. Ce n'était pas le premier. Avant Google, il y avait AltaVista et d'autres moteurs de recherche qu'ont connu ceux qui ont quelques cheveux gris ont connu cette époque. Mais Google était tellement plus efficace que ça a écrasé tout et ça a été le début d'un empire économique comme on n'en avait jamais vu. Et si Google était tellement plus efficace, c'est parce que c'était le premier à mettre en œuvre une technique mathématique particulièrement efficace pour résoudre ce problème. La base, le cœur de l'algorithme historique de Google, l'algorithme PageRank, c'était une exploitation de l'aléatoire. Et vous savez quoi ? Et là aussi, on retrouve cette idée que les idées mathématiques, elles vont s'appliquer à un phénomène et à un autre. C'est de la marche au hasard, un peu comme celle dont je vous ai parlé pour la particule brownienne. Mais au lieu de se promener au hasard dans une solution aqueuse ou autre, avec les chocs des molécules qui viennent vous frapper, c'est se promener au hasard sur le web, avec des passages de page web en page web à travers les liens hypertextes qui vous permettent de cliquer d'une page sur une autre. Et pour illustrer le problème, le principe de l'algorithme, je vais vous faire une petite analogie. Imaginez, vous êtes un détective et vous devez découvrir qui a accompli tel meurtre horrible, qui sait quoi. Et vous commencez, comme il est naturel, par recenser toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, des témoins, des personnes qui ont un lien d'intérêt, des personnes qui sont en rapport avec l'affaire, la famille, les personnes qui étaient présentes, les suspects. Vous en faites la liste et vous les interrogez. Et imaginez que vous commenciez par demander à chacun quelle est la personne qu'il désigne comme étant le suspect le plus probable. Ou peut-être pas forcément le suspect le plus probable, mais la personne qui en sait le plus, la personne la plus pertinente à interroger en priorité sur cette affaire. Et là, vous voyez, vous interrogez la personne numéro 5, elle vous dit « ouais, allez voir numéro 4 et numéro 6 ». Vous interrogez le numéro 8, il vous dit « allez voir le 3 et le 4 ». Vous interrogez le numéro 1, il vous dit rien. Vous interrogez le 3, il vous dit « allez discuter avec le 1 », etc. Et puis, vous regardez et vous dites quand même, la personne qui est le plus pointée par les autres, c'est le numéro 4. C'est assez normal quand même que je commence par faire une investigation complète sur le numéro 4, puisqu'il y a 3 personnes qui m'ont dit que c'était la personne clé dans cette affaire. Ça, résumé, c'est un peu le principe de base de l'algorithme historique de Google, en se disant, on va chercher parmi toutes les pages web qui ont à voir avec la recherche, par exemple, contiennent un certain mot-clé ou qui sont organisées comme ci, on va chercher laquelle est la plus pointée
par les autres. Laquelle est considérée comme la référence la plus pertinente et la plus fréquente? Alors ok, ça c'est bien quand vous avez 7 personnes à interroger. Comment vous faites quand vous en avez 1 million ou 1 milliard? Vous allez faire des calculs en avance et voici ce que vous allez faire. Vous allez imaginer ça, imaginez qu'en fait il y en a des millions, des milliards, et que chacun de ces nœuds représente une page web pointant sur d'autres pages web. Et vous allez envoyer plein d'enquêteurs qui vont aller interroger de page web en page web, se balader comme ça, ramper comme on dit sur tout le web, et on va voir quelles sont les pages où ils auront tendance à aller le plus souvent. Et vous allez regarder où est-ce que le nombre de visites s'accumule et vous en déduirez que c'est les trucs les plus pertinents. Et puis vous gardez ça bien en mémoire. Regardez, on va voir les petits enquêteurs se déplacer de page web en page web. Et sur chaque nœud, on va avoir une petite pile qui correspond au nombre de fois qu'on a visité. Hop, en avant, voici les enquêteurs. On les envoie et ils se déplacent au hasard. C'est complètement aléatoire, ça s'agite frénétiquement comme le mouvement brownien sous le microscope de Brown. Mais on garde trace du nombre des endroits qui ont été visités. On voit ces petites piles qui montent, qui indiquent le nombre de passages des petits enquêteurs. Et on voit que ça se dessine, il y a là-haut, vers le haut à gauche, un site qui est davantage visité que les autres, et puis pas loin, un autre qui lui est lié, qui est aussi pas mal visité. Eh bien, vous voyez là, ça va être la liste qu'on va faire. On va mettre dans notre ordre 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de la taille, les différents nœuds qu'on a obtenus ainsi. Alors, évidemment, comme vous imaginez, depuis les 25 ans ou plus qu'existe l'algorithme de Google, ça a été depuis perfectionné, enrichi. L'algorithme aujourd'hui, c'est un monstre et c'est normal qu'aucun humain ne maîtrise complètement parce qu'on y a ajouté des tas de procédures, sous-procédures, nuances, complications, sources principales, etc. Mais le cœur algorithmique, c'était ça. Une marche au hasard sur un graphe orienté, comme on dit, c'est-à-dire un ensemble de nœuds qui pointent les uns vers les autres. Et là, aussi, du point de vue de la communauté scientifique, c'est l'illumination. Waouh! Mais finalement, ça, c'est une méthode efficace pour interroger le web. On va tous s'y mettre. Il y en a comme ça dans l'histoire algorithmique, des moments spectaculaires. On est à fond aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et l'une des raisons pour lesquelles on est à fond, c'est que en 2022 est arrivé d'un coup le ChatGPT qui a bouleversé la donne, qui a transformé le rapport qu'on peut avoir dans les familles, dans les chaumières avec l'intelligence artificielle, en dialoguant soi-même avec l'un de ces outils en ligne. Mais ça n'a pas été le pire moment waouh pour la communauté algorithmique. Le vrai moment waouh, ça a été il y a une douzaine d'années, en 2012 exactement, dans un concours de reconnaissance automatique de caractère, concours international, dans lequel concourait chaque année le gratin des équipes d'intelligence artificielle, et étant en grande compétition pour arriver à faire tel taux de reconnaissance de caractère, il y avait les équipes qui arrivaient à faire comme ceci, les équipes 1% de plus, les équipes un petit peu moins, etc. Et puis arrive quelqu'un qui ne connaissait pas, un petit jeune qui, paf, au lieu d'arriver là ou là, arrive là, en matière de taux de reconnaissance de caractère. Stupéfaction dans l'audience. Il ne connaissait pas le petit jeune, mais il connaissait certains de ceux auprès de qui il avait été formé. Et ils interrogent le formateur, devenu l'une des plus grandes gloires mondiales de l'intelligence artificielle depuis, le français Yann Lequin. Ben Yann, c'est quoi le principe de ces algorithmes qui sont si performants? Explique, mais pourquoi ces algorithmes, en quoi ils sont différents des algorithmes de réseau de neurones que tu expérimentais dans les années 80? Ben, ils ne sont pas différents, mes amis, c'est les mêmes. Sauf que cette fois, ils marchaient. Avec certaines recettes mieux accomplies, avec plus de capacité de puissance, les algorithmes des années 80, 25 ans plus tard, alors qu'ils avaient été abandonnés par la communauté, waouh! Ils marchent au-delà de ce qu'on imaginait et même ça devient les meilleurs du monde. Et là, c'était un de ces moments chocs à l'échelle de la communauté. Alors, là aussi, c'est légitime, c'est normal. Quand on voit l'importance phénoménale qu'ont eu les réseaux de neurones depuis, c'est légitime de se demander comment ils sont nés
dans la tête de Yann Lequin, qu'est-ce qui a présidé à leur naissance en tant qu'idée, et quels sont les facteurs qui font qu'on arrive à favoriser telle ou telle idée. Alors, entre parenthèses, là je vous ai fait de la pub et honté pour la crèmerie mathématique. Ben oui. Mais je ne suis pas le seul à penser que mathématiques, c'est un superbe métier. Il y a un certain temps, à la fin des années 90, le Wall Street Journal a eu l'idée étrange de se demander quels sont les meilleurs et les pires de tous les métiers du monde. Bon, ce genre de classement est tellement absurde que la seule chose à faire, c'est de les oublier, de les jeter à la poubelle, sauf quand ils vont dans votre sens. Et là, il se trouve que dans le premier classement, c'était pas les années 90, pardon, c'était 2009, premier classement établi par Wall Street Journal, meilleur métier du monde, mathématicien. Waouh! Alors, ils avaient mis bûcheron en tout dernier sur les 200 métiers qu'ils ont testés, qui n'est pas un métier de tout repos. Cependant, on a besoin de bons bûcherons bien formés, prêts à sauver le monde, dans les temps où la gestion des forêts est quelque chose de majeur pour notre avenir, et ce serait bien que le métier de bûcheron soit mieux valorisé. Maintenant, pourquoi mathématicien est tellement valorisé et tellement haut ici ? Alors, ils avaient leur propre sauce pour calculer les meilleurs métiers. C'était une combinaison d'indicateurs financiers, d'indicateurs de gestion de son temps, de fierté, de bien-être, de qui sait quoi. Mais mathématicien, c'est un métier, c'est un ensemble de métiers d'ailleurs, dans lesquels vous avez une grande liberté sur la façon dont vous travaillez, dont vous appliquez les choses. Vous passez beaucoup de temps à chercher à trouver les lois qui régissent le monde, des lois sous-jacentes, invisibles. Vous passez et vous êtes extrêmement flexible. Ce qui est fait en mathématiques sur un sujet peut s'adapter à un autre sujet. Il y a une grande résilience, une grande versatilité, une grande flexibilité dans les applications du métier de mathématicien. Parfois un gain considérable. Et puis mathématiques, c'est transversal. Ça peut s'inviter dans toutes les disciplines. Là, je vous ai montré comment ça s'invitait dans des problèmes de recherche sur Internet, comment on a bâti des empires financiers là-dessus. Mais mathématiques, ça s'invite aussi dans l'analyse des écosystèmes, dans les rapports du GIEC. Ça s'invite dans les études de la structure des chimiques des matériaux. Ça s'invite dans les reconstructions d'arbres phylogénétiques pour travailler sur l'évolution des espèces, dans tout. Et dans mes cours à l'Université de Lyon, par exemple, l'an dernier, mon cours de master première année, ça s'intitulait « Mathématiques des écosystèmes ». Et on disséquait avec les étudiants un paquet d'articles et d'études dans lesquels le savoir-faire mathématique était appliqué à la compréhension de tels problèmes de gestion des pêcheries, de tels problèmes de biocontrôle des pucerons pour les betteraves, de tels problèmes de gestion écosystémique du monde, etc., etc. Ça s'applique partout. Et puis, mathématiques, c'est quelque chose qui vous entraîne parfois dans des recherches pour la beauté, pour l'art, qui sont absolument passionnantes. Mathématiques, c'est parfois le très très appliqué qui se fait valoriser à travers des empires économiques, parfois le très très désintéressé où c'est juste la curiosité qui vous guide et où votre fierté c'est d'avoir résolu le problème. Et en voici un que je vais vous raconter aussi. L'aventure du Gombóc. Gombóc, ça veut dire le sphéroïde en hongrois. Et le Gombóc, c'est une forme particulière, au départ, née de l'interaction, de la discussion entre deux mathématiciens. En bas, Gábor Domokos, mathématicien hongrois, le père du Gombóc. En haut, le mathématicien russe, décédé en 2010, Vladimir Arnold, grand expert de physique mathématique, dont le traité des équations différentielles est encore aujourd'hui la référence la plus pédagogique sur le sujet. Et cette histoire commence un jour où Gábor était invité dans un congrès international et découvre que dans ce congrès, il a l'occasion d'un déjeuner avec Vladimir Arnold,
qui était l'un de ses héros. C'était un déjeuner payant. Il fallait payer pour avoir l'honneur d'être à la table de Vladimir Arnold. Gabor était hongrois, travaillant avant la chute du mur de Berlin, donc dans un contexte de pauvreté extrême. C'était une somme considérable par rapport à ce qui lui était donné et qu'il avait à débourser pour le déjeuner. Mais quand même, c'était tellement un de ses héros qu'il s'est dit, ça le vaut. Je vais dépenser l'argent, je vais m'inscrire. Et pendant le déjeuner, discussion, et là, Arnold, avec son tempérament russe, attaque férocement tous les participants de la table. Ici, je parle d'attaque très pacifique, hein, comme on en coutume l'école mathématique russe, où ils vous dézinguent, vous expliquent que tout ce que vous avez fait, c'est du pipeau, ça ne vaut rien du tout, avant de vous dire que c'est génial. Et Arnold s'occupait de bien détruire chacune des idées et tout et tout. Gabor était fasciné et n'a pas osé dire un mot. Ça arrive, ça. Première fois que j'ai rencontré l'un de mes héros, John Nash, c'était au thé à Princeton. Je suis juste resté comme ça. J'avais plein de choses à dire, mais je n'ai pas réussi à dire un mot. Deuxième fois, j'ai réussi à lui parler. Et bien là, le déjeuner se termine sans qu'ils aient échangé un mot. Et plus tard, par hasard, dans le colloque, Gabor se retrouve avec Vladimir. Alors très précisément, il me l'a raconté, Gabor, dit Vladimir, était occupé à se dépatouiller d'un fâcheux qui voulait lui montrer son problème qu'il avait résolu, avoir un avis du grand homme. Et Vladimir cherchait un prétexte pour s'en débarrasser. Il voit Gabor là, il dit « Ah, mais juste, il dit au fâcheux, j'ai rendez-vous avec ce monsieur là, je suis désolé de vous quitter. » Bon, il n'avait pas rendez-vous, mais donc il aborde Gabor, il dit « Alors, eh bien, te revoilà. J'ai bien vu que tu étais là au déjeuner et que tu n'as pas dit un mot. Je sais que tu es hongrois et que c'est une grosse somme ce que tu as dépensé. Alors, c'est le moment de parler. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire ?» Alors Gabor, cette fois, il réussit à lui parler, il lui expose son problème, j'aimerais travailler sur ci et ça. Et Arnold lui dit, mais non, mais ça, c'est pas un bon problème, c'est pas un bon problème. Et il lui explique un problème ressemblant, mais qui, selon lui, était un bon problème. Trouver une forme, un solide, hein, une forme homogène, pleine, imaginez-la, faite de fer ou ce que vous voulez, une forme convexe, hein, il n'y a pas de trou dedans, il n'y a pas de renflement, c'est une bien bonne forme. Et une forme qui est seulement une position d'équilibre stable et une position d'équilibre instable. Équilibre stable, hein, vous prenez la forme un peu n'importe comment et vous la laissez, elle va revenir spontanément à l'équilibre stable. Et puis l'équilibre instable, par exemple, prenez un stylo, vous le mettez sur sa pointe. Si vous parvenez à le mettre exactement symétrique vertical, il va peut-être rester debout, tout droit, pendant un tout petit moment en fait, parce qu'en vrai, il suffira d'une petite agitation moléculaire, une petite poussière pour le déstabiliser et le faire retomber. Ça, c'est l'instable. Trouvez une forme qui ait seulement un équilibre stable et un équilibre instable. Pouvez-vous dire, c'est un problème qui est tellement simple à énoncer que ça doit faire 100 ans que c'est connu. Ben non. À l'époque où ils se sont rencontrés, c'était juste pas connu. Et Gabor s'est dit, ça c'est fascinant. Des années, il a réfléchi à ça. Je vous parlais tout à l'heure de Léo Szilard, qui réfléchit pendant des jours et des semaines à comment extraire de l'énergie de l'atome. Lui, Gabor, c'était ça son truc, qu'il avait imprégné, qu'il avait possédé. Trouver cette fameuse forme, pendant des années, ça l'a travaillé. Il s'est demandé, peut-être je vais trouver de l'inspiration dans la nature, je vais examiner des galets. Il s'est aperçu que les galets, ça marchait pas, jamais. Et il s'est dit, mais les galets sont des formes qui sont plutôt aplaties ou effilées, c'est jamais sphérique. Si ça se trouve, c'est plutôt une forme sphérique qu'il faut que je cherche, à peu près sphérique. Et puis finalement, après des années, Gabor a trouvé le Gombots. Et sympa, on était dans les années 2000. Dans les années 2000, un problème aussi fondamental résolu. Il y a plein de choses encore plus simple, pas résolu en mathématiques. Il ressemble un peu à un croisement, je ne sais pas, de silex préhistorique avec une balle de tennis ou le yin et le yang ou ce que vous voulez. On peut le déformer, le modifier, mais pas trop.
Gabor m'a raconté que dans la petite usine de fabrication qu'il a montée, parce qu'après il les a vendus comme des petits pains, ces gombots, juste comme des curiosités qui oscillent jusqu'à retomber sur la position stable, et ben dans l'usine, le jour où, hélas, un employé, un des artisans, avait des problèmes d'alcool qui faisait qu'il n'avait plus la main aussi sûre pour peaufiner sa production, et ben il ne marchait plus. Il y avait ceux qui venaient de cet ouvrier, ils avaient 2 positions d'équilibre stable ou davantage, donc c'est assez subtil. Vous allez me dire, ben, à quoi ça sert? Et je lui dire déjà, ben c'est beau, c'est déjà ça par les temps qui courent, faire quelque chose de beau, la résolution d'un beau problème par les temps si terribles que nous vivons, c'est déjà bien. Mais ensuite, c'est bien plus. Ça a été le début d'une théorie développée par Gabor sur le nombre de positions d'équilibre des solides dans la nature, sur la façon dont certains processus d'évolution naturelle, par érosion ou pas, arrivent à augmenter le nombre d'équilibres ou à le diminuer, dont certains processus doivent naturellement diminuer le nombre de positions d'équilibre, etc., etc. Une meilleure compréhension de ces phénomènes si jolis, si fréquents et encore si pleins de mystères que sont l'érosion, la transformation en galets, etc., etc. Et mathématiques, ça procède comme ça. Il y a des choses générales qui sont partout, il y a des archétypes, il y a des idéalisations, il y a des problèmes emblématiques. Tout à l'heure, dans l'introduction, notre président bien-aimé parlait de l'amortissement Landau sur lequel j'ai travaillé en mathématiques. Et il s'agit de comprendre comment il se fait que dans certains plasmas, dans les plasmas très proches d'équilibre, un plasma, pensez-y comme une soupe d'électrons et de noyaux atomiques, mais vous séparez les électrons des noyaux atomiques. Et dans cette soupe, avec des charges positives, des charges négatives, vous pouvez faire bouger le plasma, ou en tout cas l'exciter en lui appliquant un courant électrique, comme ci, comme ça. Mais s'il est très proche d'équilibre, vous lui appliquez une petite impulsion électrique et puis vous le laissez faire, spontanément, le courant électrique va revenir vers zéro alors qu'il n'y a pas de frottement dans le plasma, ou quasiment pas. La relaxation, l'amortissement, le fait de revenir vers un équilibre, de s'immobiliser sans les frottements qui d'habitude sont la raison. Ces frottements, on peut les appeler viscosité quand c'est des fluides, ou c'est les frottements mécaniques quand c'est des objets. Frottements qui d'habitude sont la raison majeure de l'amortissement. Comment ça se fait que les plasmas exhibent quand même l'amortissement alors qu'il n'y a pas de frottement? Et ça, ça a été le problème qui a fait pencher la balance du bon côté pour ma médaille Fields. Toute une affaire. Et le problème idéalisé qu'on a résolu avec mon ancien élève Clément Mouot, qui a été un bon gros article de quelques 200 pages consacré uniquement à démontrer, dans un cas très particulier mathématiquement, pourquoi est-ce que cet amortissement Landau il était vrai. Alors, un cas très particulier, je dirais plutôt un cas très idéalisé, avec une configuration périodique, avec très proche d'un équilibre stable, etc., etc. Mais même si ce cas idéalisé, il est tellement idéal qu'on ne le rencontre jamais dans la vraie vie, il est théoriquement important parce que c'est une clé pour comprendre les principes généraux dans les plasmas que vous rencontrez dans la vraie vie, pour les comprendre en tout cas quels sont les ressorts mathématiques. Et il était important aussi parce qu'il permettait, en analysant les ressorts de la démonstration, d'expliquer que ce phénomène était lié à telle ou telle chose. Toutes ces découvertes, ces illuminations, je vous ai parlé des illuminations et de moments géniaux, si vous voulez. Ne croyez pas que le quotidien du chercheur, c'est comme ça. Every day is a failure, ainsi parlait mon collègue de Berkeley, Craig Evans, grand spécialiste des équations aux dérivées partielles. Every day is a failure. Quand vous êtes chercheur, vous vous acharnez, et si à la fin de la journée vous n'avez rien trouvé, eh ben c'est normal, et c'est dans l'ordre des choses. Et quasiment chaque jour, c'est comme ça. Et pourtant, comme de temps en temps, il y a des petites illuminations, quand vous regardez sur les années, vous pouvez citer à la fin de votre carrière, il y a telle et telle chose que j'ai trouvée, mais bon sang, quasiment tout le temps, on a échoué. 90%, 95% du temps, on a échoué. C'est un point commun d'ailleurs entre la mathématique et la politique. Et même les plus grands,
Ils vous le disent bien, ils échouent la plupart du temps. Petite anecdote. Un jour, le poète Paul Valéry rencontra le mathématicien, physicien et scientifique Albert Einstein. Ça se passait à l'Institut de chimie physique, à quelques mètres de l'institut que j'ai dirigé, l'Institut Henri Poincaré à Paris. Et dans les locaux où maintenant est installé un musée mathématique que je vous recommande instamment, que je vous ordonne d'aller visiter quand vous serez de passage à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, dans ces locaux historiques où Jean Perrin faisait des démonstrations sur les atomes avec l'amphithéâtre qui est toujours là. Et dans ces mêmes locaux, ça a été des années de boulot pour recueillir les fonds, les arbitrages politiques, etc. pour que finalement, après 12 ans de gestation, naisse ce musée des mathématiques. Et bien avant, en tout cas, dans ces lieux à cette époque, rencontre entre Albert Einstein et Paul Valéry. Paul Valéry, très excité, sort un petit carnet de sa poche et dit « Maître, j'ai toujours avec moi un petit carnet pour noter les idées quand elles me viennent. Et je suis curieux, est-ce que vous aussi, vous faites comme ça ?» Et Einstein répond tout benoîtement « Vous savez, j'ai tellement peu d'idées que ça me servirait vraiment à rien. » On peut y voir de la modestie, mais en vrai, c'est vrai aussi, c'est tellement rare d'avoir une idée qui tienne la route que même pour les plus grands, ça n'est pas votre quotidien. Et le quotidien, c'est plutôt, comme vous me voyez ici, un petit peu plus jeune que maintenant, dans mon bureau à l'Institut Henri Poincaré, en train de réfléchir devant mon brouillon et en train de me dire « Je n'y arrive pas, mais c'est pas possible, mais que je suis bête !» Voici un petit dessin que j'ai piqué à un dessinateur caricaturiste de science, Paul Valette, qui vous raconte comment ça se passe, la découverte scientifique. Il y a la perception publique, où vous dites comment je me demande, allez, je vais réfléchir à la question, puis je me documente, je réfléchis très fort, je résous les équations, et j'ai gagné, c'est le prix Nobel. Ça, c'est peut-être la perception publique. Et en vrai, ça ressemble à ça. Une fois que je suis dedans et que je lis la science, je réfléchis. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, oui. Ah, c'est pas possible. Ah, des résultats extraordinaires. Ah non, mais c'est de la daube. Je recommence, je reviens en arrière. C'est pas comme je croyais, mais what the fuck is going on dans le texte? Ça marche? Non, ça marche pas. Oh, oui, c'est fait. Oui, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Ah mince, en fait, ils savent ça, on sait ça depuis déjà 50 ans, c'est pas le bon truc. Allez, on recommence tout. Et puis au bout de ce processus extraordinairement complexe où vous passez votre temps à errer et à vous tromper sans arrêt, des fois, à l'occasion, vous avez quelque chose qui tient la route. Alors, même quand vous avez la bonne idée, en vrai, après, ça peut se passer fort mal. Des fois, il faut une génération avant qu'on accepte votre idée comme étant bonne. C'est l'histoire tragique d'Ignaz Semmelweis, l'un des premiers pères de l'hygiène, l'un des premiers à avoir compris au XIXe siècle combien il était important de se laver les mains. Et cherchant à expliquer pourquoi il y avait tellement un tel taux de décès dans telle maternité, se disant que peut-être ça avait à voir avec le fait qu'à cette époque, il était considéré comme parfaitement normal, si vous étiez médecin, d'aller faire une petite dissection et d'ensuite de faire votre accouchement sans vous laver les mains entre les deux. On ne connaissait pas les microbes. Semmelweis a compris le bon principe, mais ça n'a pas été accepté. Il a terminé fou. En voici un autre, un de ces tragiques de l'histoire des idées. Louis Bachelier, l'un des pionniers de la finance mathématique, est le tout premier à avoir fait le lien entre le mouvement brownien
et l'équation de la chaleur. 5 ans avant Einstein et Smoluchowski. Mais lui, il l'appliquait pas au mouvement des particules dans l'eau, il l'appliquait au cours de la bourse. Ça a paru ridicule. Le travail n'était pas forcément rigoureux, mais en tout cas, l'idée a été enterrée avant d'être recouverte plus tard. En 1997, le prix Nobel d'économie Robert Merton disait pourtant que l'origine de la plupart des sciences mathématiques en finance moderne pour remonter à la thèse de Louis Bachelier en 1900. Triste récompense que d'être encensé après sa mort. Ça arrive aussi. Alors, tout ça étant dit, on va insister aussi sur le fait que c'est quasiment impossible de prévoir quelles vont être les bonnes idées qu'on va découvrir. Il y a un peu plus d'un siècle, Henri Poincaré, le grand mathématicien, écrivait une lettre en réponse à un journal qui avait demandé, on était en 1900, à des scientifiques de décrire la science faite au cours du XXe siècle. Et Poincaré répond, fait une lettre au journal, et dit « Si en 1800 on avait demandé à un savant quelconque ce que serait la science au XIXe siècle, que de bêtises il aurait dit, grand Dieu, cette pensée m'empêche de vous répondre. Je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants. C'est justement pour cela que je ne puis rien vous en dire, car si je les prévoyais, que leur resterait-il d'étonnant? Veuillez donc excuser mon silence. » C'est une boutade, mais la réponse est bonne. Encore aujourd'hui, quand on vous demande, comme c'est très fréquent, ça va être quoi la prochaine découverte en intelligence artificielle? Il n'y a pas de meilleure réponse. Je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants. Au lieu de se demander quels sont les résultats étonnants qu'on va découvrir, on va se demander qu'est-ce qui préside au fait que des résultats étonnants sont découverts? Les conditions. Est-ce qu'il y a des règles, des ingrédients un peu généraux qui seraient communs aux différentes histoires que je vous ai racontées? Des règles, mais pourtant dans un processus extrêmement désordonné, enchevêtré. Pour illustrer, voici une jolie œuvre d'art de Doug et Mike Starn qui s'appelle « Structure de la pensée », numéro 9. Mystérieuse genèse, c'est comme ça qu'il faut garder en tête la genèse de la pensée, le fait qu'après vous avez un truc racinaire ou qui sait quoi, très mystérieux, organique, la pensée est fugitive, des fois on la chope, des fois on la chope pas. Henri Poincaré nous décrit de l'intérieur l'une de ces illuminations. Le problème en particulier sur lequel il travaillait, peu importe. Les circonstances sont intéressantes. Il nous parle d'un certain problème sur lequel il bute, il n'y arrive pas. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Vous ne connaissez pas les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies. Mais vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec la falaise. De la même façon que tout à l'heure, la réaction en chaîne, elle n'a rien à voir avec le feu rouge. Mais à un moment, qui sait pourquoi, vous êtes dans un environnement, il y a un stimulus quelque part et une réaction qui se fait, quelque chose qui vient percuter dans votre cerveau, et ce qui était en germe, ce qui était en train de se décanter, d'un coup, percole. Ça, c'est quelque chose qui est réel et attesté. J'insiste là-dessus parce que c'est opposé à beaucoup d'histoires non attestées qu'on raconte sur les illuminations. Comme Archimède dans son bain, criant Eureka en voyant sur lui-même l'histoire de la poussée, ou Newton voyant tomber la pomme.
En vrai, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Le moment où vous avez le déclic, c'est pas un truc dans votre environnement qui vous rappelle votre problème, c'est un truc qui semble n'avoir juste aucun rapport. Mais il y a une combinaison d'environnement, d'exercice physique ou qui sait quoi, qui vient aider quelque chose qui était en vous à se mettre en œuvre. Conviction du mathématicien, la solution, elle est en vous. Conviction du mathématicien, pour arriver à sortir l'idée qui est en vous, il faudra des éléments extérieurs. Du hasard, de la chance, un bon contexte, une routine peut-être, des interlocuteurs, etc. Et pour Poincaré, c'était la falaise. Alors, vous pouvez y penser d'ailleurs et le mettre à profit pour les plus jeunes parmi vous, le jour où vous avez un contrôle à réviser, une interrogation difficile, où il faut trouver le bon état d'esprit, mais vous avez une fête importante avec vos copains le même soir. Vous pouvez expliquer à vos parents que vous allez appliquer la méthode Poincaré pour que l'illumination arrive et qu'au cours de cet événement, la bonne combinaison d'environnement physique vienne déclencher le bon titre, la bonne lumière en vous. Alors, plus pédestrement, comment viennent-elles ces idées? Alors, l'ouvrage dans lequel j'ai le plus tenté de montrer de l'intérieur qu'est-ce que c'est le processus de création mathématique, c'est celui-ci, Théorème vivant. Il est paru en 2013, donc 3 ans après ma défise, et dedans, c'est comme un journal de bord ou une enquête policière ou un roman de mœurs dans lequel le milieu qu'on étudie, c'est le milieu mathématique, où vu de l'intérieur, je raconte les 2 ans et demi de genèse de ce théorème sur l'amortissement Landau dont je vous parlais. Depuis la toute première graine, la toute première fécondation, une discussion avec mon ancien élève, Clément Mouot, au cours de laquelle, par un concours de circonstances, à l'issue de la discussion, on se dit qu'on va bosser sur un certain problème, alors que avant, au début de la discussion, on voulait bosser sur quelque chose de complètement différent, et puis on se rappelle des bouts de conversation passés d'il y a quelques années, on se dit finalement c'est peut-être ça qu'il faut travailler. Jusqu'à la publication, qui est comme une naissance pour un théorème. La vie du théorème ne s'arrête pas à la publication. Après, le théorème va être utilisé, réutilisé, simplifié, trouver des applications, etc., etc. Mais la publication, qui est comme une naissance, entre la fécondation et la publication, c'est comme la gestation. Et là, c'était 2 ans et demi de galère. À errer de ci, de là, d'un continent à l'autre, à aller dans 1000 fausses pistes, à avoir les moments de découragement, les moments d'illumination, les moments waouh, etc., etc. Tenez, juste une de ces illuminations. J'étais sur un sous-problème compliqué. Il fallait le résoudre. Ce n'était pas le problème tout entier, mais juste une brique indispensable. Et je ne pouvais pas appliquer 36 méthodes. Et je savais qu'il fallait absolument passer par cette brique. Et j'y ai appliqué tout mon savoir-faire, tous mes trucs de mathématicien acquis au fur et à mesure des travaux, des cours, des missions, etc., etc. Et puis ça marchait pas. À l'époque, j'étais à Princeton, à l'Institute for Advanced Studies. Et je regardais, j'étais perdu dans mes pensées, dans mes brouillons, avec mes fidèles tasses de thé pour me donner du cœur à l'ouvrage, et de la musique dans les oreilles. Et minuit, ça marche toujours pas. 1h du matin, rien ne marche. 2h du matin, rien ne marche. Je me mets par terre, sur le canapé, toutes les positions possibles, ça marche pas. 3h du matin, arrive le moment où je jette l'éponge, je vais me coucher en disant c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et puis quelques heures plus tard, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Le réveil, il faut que j'amène les enfants à l'école, je m'assois sur mon lit. Et là, j'entends une voix dans ma tête qui dit il faut faire passer le 2e terme de l'autre côté et prendre la transformée de Fourier inversée dans L2. Waouh! Vous savez, ce moment où vous êtes tellement immergé dans le problème que vous en rêvez la nuit. Ça n'arrive pas souvent dans une vie de mathématicien, ces moments. Mais c'était l'un de ces moments. Alors évidemment, l'illumination, elle peut venir que parce que j'avais été immergé dans le problème et que je m'étais complètement plongé, jusqu'à ce que ça travaille même inconsciemment. Alors, ça, c'est l'un des ingrédients. Mais terminons en donnant une liste de quelques-uns de ces ingrédients indispensables
et qu'on retrouve plus ou moins dans toutes les histoires que je vous ai racontées. Et qui sont des ingrédients qu'on a besoin. C'est comme pour faire pousser les plantes, vous avez besoin d'engrais, vous avez besoin de matière organique, etc., d'azote, etc. Premier ingrédient, la documentation, ça c'est commun à tout. Il y a eu une époque où les documentations, où les centres scientifiques ça se construisaient autour des grandes bibliothèques. Dans l'Antiquité, c'était la bibliothèque d'Alexandrie. Dans les centres de recherche du 19e, 20e siècle, il y avait toujours les grandes bibliothèques, des centres de recherche, etc. Encore aujourd'hui, même si la source première de documentation, c'est plus les bibliothèques, parce qu'il y a l'Internet, il y a les documentaires partout, mais les bibliothèques sont restées des endroits où les scientifiques aiment bien se concentrer, se mettre dans le bon état d'esprit, en rappel à ce moment où ils hantaient les rayonnages pour trouver le bon livre qui allait les aider. Et même si vous êtes censé faire quelque chose de complètement original, il y a toujours, ça s'appuie toujours sur la documentation, même si c'est pour s'opposer, pour se poser en contraire, vous avez besoin de ce qui est précédent. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de tout savoir, heureusement, et j'en ai connu de ces mathématiciens qui connaissaient tellement de choses que ça les paralysait, qu'ils n'osaient pas avancer dans telle ou telle direction. Mais vous avez aussi besoin de savoir comment accéder. Voici un exemple qui m'est cher et qui a joué un rôle dans le théorème que je vous évoquais. À un moment, je me dis, bon sang, mais j'ai besoin d'une formule qui me donne les dérivés itérés des fonctions composées. Je ne savais pas quelle était cette formule, mais ça me rappelait quelque chose de mes années d'étudiant. Je me dis, mais tiens, mais il me semble qu'un jour, un prof nous a parlé d'une telle formule. Je ne sais plus quel nom ça avait, mais si elle existe, cette formule, je vais la retrouver. Bah ouais, avec les moteurs de recherche, avec les moteurs efficaces et Wikipédia, il m'a suffi de quelques secondes en tapant des mots-clés pour arriver finalement sur la bonne formule, la bonne page. On va passer maintenant à l'ingrédient qui est peut-être le plus important et le plus mystérieux. Il s'appelle la motivation. Il est majeur, mais personne ne sait ce qui motive vraiment les gens. Et si on arrivait dans les écoles à garantir qu'on connaît les bonnes recettes pour motiver nos enfants, on aurait résolu une grande partie du malaise de l'éducation. Mais personne n'a la bonne recette. Mais en tout cas, on sait que être en contact avec des gens motivés peut aider à la motivation. On sait qu'être en contact avec des choses, des événements, des sources qui vous marquent peut constituer une source de motivation considérable et que ça se joue gamin souvent et qu'il y a des âges clés. Plusieurs des personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure, comme Alan Turing, comme Léo Szilard, ont eu toute leur carrière bouleversée par un livre qu'ils avaient lu quand ils avaient genre 10 ans et qui les a accompagnés toute leur vie. Pour Alan Turing, c'était les merveilles scientifiques que tous les enfants doivent connaître. Pour Léo Szilard, c'était un grand poète hongrois qui lui a donné une ligne directrice, etc. Et ici, j'ai mis un Walt Disney parce que je me souviens d'un dessin animé que je regardais quand j'avais près cet âge-là, qui s'appelait Donald au pays mathémagique, et qui était un joli dessin animé, bien fait en tout cas, et qui me fascinait, même si j'en comprenais pas tout, et qui m'a accompagné pendant des années et des années. Et puis à gauche, j'ai mis une expérience faite il y a quelque temps dans une école britannique, d'une expérience pédagogique où des gamins de 10 ans, quelque chose comme ça aussi, ont travaillé avec leur enseignant et avec un chercheur en biologie pour un projet de recherche concernant les abeilles. Déterminer si les abeilles sont sensibles aux motifs pour déterminer où est-ce qu'elles vont butiner. Et c'est des domaines qui sont tellement riches, il y a tellement d'inconnus que même pour des gamins de 10 ans, il a été possible, guidé par le maître et guidé par le chercheur, de mettre sur pied une expérience, un protocole qui n'avait jamais été effectué et de le publier dans une vraie revue scientifique. Et tout ça vous montre que ce genre d'expérience, ce genre de goût, il peut s'acquérir sur des choses qui sont complètement hors programme, qui ne requièrent pas forcément de l'exactitude, de l'exactitude scientifique, mais ce passage de motivation. Un esprit d'émerveillement un peu enfantin est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les mathématiciens aussi. C'était théorisé d'ailleurs par le grand mathématicien hongrois Paul Erdős, qui appelait les enfants des epsilons et qui était bien connu toute sa carrière, a vécu très longtemps pour continuer à être émerveillé comme un gamin par les théorèmes, les questions qui se posaient. Juif errant, lui aussi, comme Léo Szilard, et pour le coup, littéralement, il avait juste pas de domicile et ainsi de suite.
Ah, au fait, je vous ai pas dit pourquoi Léo Szilard était tellement motivé pour chercher la réaction en chaîne. C'était pas pour offrir une nouvelle source d'énergie à l'humanité. C'était bien plus trivial que ça. Il avait lu dans la presse le compte-rendu d'une conférence d'Ernest Rutherford. Rutherford était son aîné, il y avait une génération d'écart, c'était le père de la physique nucléaire, c'était un révolutionnaire en son temps, mais aux yeux du jeune Léo Szilard, c'était un peu plus ou moins un vieux crouton. Bon. Et dans la conférence, Rutherford aurait eu son prix Nobel dans une conférence publique, interrogé par un journaliste qui lui demande qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie qui est dans l'atome. Et Rutherford répond rien, c'est une énergie minuscule. Quiconque prétendrait l'exploiter serait un escroc, un rêveur. Talking moonshine, c'est ça l'expression qu'emploie Rutherford. Et Léo Szilard, il a vu ce compte rendu dans la presse et ça l'a agacé. Il s'est dit, mais de quel droit ce vieux crouton, il ose dire qu'on ne pourra jamais tirer de l'énergie là-dedans? Tiens, je vais prouver qu'il a tort. C'est une motivation importante, l'émulation. Et ça l'a obsédé, il s'est pris d'amour pour le problème, et c'est ça qui l'a mené à son illumination de la réaction en chaîne. Ce jeu de défi et cette attitude du genre, on va montrer que tel a tort, on va battre en brèche telle théorie, c'est un ressort important. Et les histoires sont importantes aussi de grandes compétitions entre scientifiques, entre mathématiciens au cours de l'histoire des sciences. Par exemple, toute l'histoire mathématique du 19e siècle, on peut la relire comme une grande compétition entre la mathématique allemande et la mathématique française. À l'époque, c'était de très loin les deux écoles mathématiques les plus puissantes, les plus inventives. D'ailleurs, le premier dictionnaire multilingue qui a eu lieu en mathématiques, c'était un dictionnaire franco-allemand. L'anglais, on s'en foutait à l'époque pour ce qui était des sciences mathématiques. Et tout le 19e siècle, vous avez ces brillants Français, ces brillants mathématiciens, un mélange d'admiration et de défi les uns envers les autres qui avancent de façon extrêmement forte. D'ailleurs, en 1871, après la défaite cinglante infligée par la Prusse à la France, le grand discours dans les universités françaises, c'est « Nous avons perdu la guerre parce que nous nous sommes endormis du point de vue scientifique et il faut se ressaisir et refaire des sciences tous azimuts pour retrouver notre rang et ainsi de suite. » Bon, après, ça aboutit au grand cataclysme sanglant que l'on sait. Troisième ingrédient, après la documentation et la motivation, c'est l'environnement. Troisième ingrédient, c'est l'environnement, c'est le cadre dans lequel vous êtes, accueillant, inspirant, Paris, Liège, Lyon, qui sait. Souvent, ce sont des environnements qui sont ouverts sur l'extérieur, culturellement importants. Il y a des études qui ont été faites par des théoriciens de l'innovation, des historiens qui ont essayé de recenser des caractéristiques communes en remontant aussi loin que Persépolis, ou en se demandant pourquoi à Budapest, au début du XXe siècle, il y avait une ambiance extraordinaire d'inventivité, de culture scientifique, ou pourquoi à King's College, qui était l'environnement dans lequel Alan Turing s'est épanoui, c'était si productif, ou dans les fameux locaux des Bell Labs, le laboratoire de recherche, un laboratoire de recherche industrielle associé à AT&T, qui a été pendant quelques décennies, et à partir de l'entre-deux-guerres jusqu'à pendant 3 décennies peut-être, 4 décennies même, on peut argumenter que c'était l'endroit le plus inventif du monde en matière d'innovation sociétale. C'est de là que sont sortis le transistor, qui est la base de toute l'informatique, mais aussi le langage Unix, mais aussi les briques de base de la fibre optique, etc., etc. Et il y avait une ambiance, un environnement qui a été analysé dans l'ouvrage de John Gertner, The Idea Factory, dans lequel le fait d'être dans ce bâtiment, les gens qui y étaient, mais aussi la configuration physique des lieux jouait son rôle. 4e ingrédient, les échanges. Vous allez me dire, environnement et échange, c'est un peu pareil. C'est pas pareil, ce sont 2 phases complémentaires, presque opposées, si on peut dire. L'environnement sont les gens autour de vous avec qui vous interagissez, mais qui ne travaillent pas forcément sur le même problème que vous. Les échanges, c'est quelqu'un qui est peut-être à 10 000 km, qui n'est pas du tout dans votre environnement, mais qui travaille sur exactement le même problème que vous. Et ça a toujours joué un rôle important, même à distance. Parfois, dans le temps, c'est des échanges épistolaires, avant qu'on ait les emails.
Et certaines des correspondances entre mathématiciens sont passées dans l'histoire. La correspondance houleuse entre Newton et Leibniz, la correspondance entre Poincaré et Klein, la correspondance entre Serre et Grothendieck, la correspondance entre Sophie Germain et Gauss. Sophie Germain écrivant sous un nom d'emprunt, se faisant passer pour un homme à une époque où c'était considéré comme impensable qu'une femme se pique de science. La surprise, l'émerveillement de Gauss le jour où il découvre que en fait son correspondant était une correspondante. Mais en tout cas, ces échanges ont joué un rôle important, majeur depuis le début de la science moderne au XVIIe siècle. De nos jours, sont des emails. J'ai remis dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure quelques-uns de ces emails pour les échanges, quelques-uns des centaines d'emails qui avaient lieu entre Clément Mouot et moi-même quand on travaillait sur ce problème d'amortissement Landau. Et comment, dans ces emails, il y avait à chaque fois des idées, des émotions qui passaient et un cerveau, comme un cerveau délocalisé qui se faisait dans le processus. Plus dramatique de ces emails, d'ailleurs, j'ai pas pu le mettre, c'est celui qui n'a pas été envoyé. À un moment, Clément, au cours du processus, au bout de plus d'un an de recherche, et on avait écrit plus de 100 pages, et ça ne marchait toujours pas la démonstration, Clément se convainc qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'a pas les bons outils pour aborder ce problème, et se décide à abandonner. Et se décide à me rédiger le message. Alors c'est dur, un message comme ça. Imaginez une rupture sentimentale, et là... Et commence à rédiger le long email dans lequel il m'explique pourquoi on n'y arrivera pas et pourquoi il abandonne le projet. Et évidemment, il doit m'expliquer, et en faisant l'email, il explique bien pourquoi on a tout exploré et qu'on a essayé ceci et cela et comment toutes les pistes sont abouties. Et c'est en écrivant cet email qu'il a eu l'illumination. Waouh! On a oublié de regarder ça. S'il n'avait pas, à ce moment-là, eu le waouh, le projet tombé à l'eau, et vous auriez peut-être jamais entendu parler de moi. Il n'y avait pas de médaille Fields, il n'y avait pas tout ce qui s'est passé dans la suite, pas de théorème vivant, pas de carrière de vulgarisation, en tout cas, pas du tout au niveau où j'ai pu le faire. Et finalement, il a pris une journée à réfléchir, et l'email qu'il m'a envoyé, c'était « On va y arriver ». Il y a eu des expériences dans les dernières années, en particulier sous l'impulsion de Tim Gowers, de Terry Tao, pour faire des échanges d'une façon encore plus intense. C'était le projet Polymath. À travers un site web et une plateforme d'échange, des centaines, des milliers de mathématiciens se saisissant d'un même problème dans une coopération complètement délocalisée où quelques-uns ont un rôle de leader, mais où il y a des centaines, voire des milliers de contributeurs. Quelques théorèmes intéressants ont été démontrés comme ça. Est-ce que ça va s'imposer comme une méthode intéressante majeure? L'avenir le dira. Important de noter que dans les échanges, vous avez des filiations qui peuvent se faire de maître à élève et où parfois une personne, un échange suffit à influencer toute une école, voire tout un pays. Toute la mathématique chinoise moderne, par exemple, a été extraordinairement influencée par le travail de Xing Chen, mathématicien très puissant, qui s'était formé en Europe auprès de Blaschke et de Cartan, en Allemagne, en France, au début du XXe siècle, à l'époque où, comme je vous disais, c'était les deux pôles les plus importants de la vie mathématique mondiale. Quand il est revenu, Chern, il a formé des gens, il a fondé des écoles, etc. De sorte que, même si c'est pas bien sûr de la mathématique chinoise aujourd'hui sur un peu toutes les branches mathématiques, mais l'impact, l'influence de cette personne, de ces échanges se fait ressentir à travers tout le pays. Cinquième ingrédient, les contraintes. Pas d'innovation sans contraintes. On le sait bien dans bien des domaines créatifs, en peinture, en design, etc. Et les gens, des fois, passent énormément de temps à trouver quelles sont les bonnes contraintes. Voici un célèbre ouvrage d'un célèbre auteur
qui s'est donné une contrainte littéraire la plus incroyable qui soit pour aboutir à quelque chose d'innovant. Hein. La disparition, dans laquelle la lettre E a disparu, un bouquin épais dans lequel on n'utilise pas la lettre E, c'était une gageure, c'était la contrainte extrême, et il en a sorti quelque chose qui était inventif. Jouer avec les contraintes, c'est aussi s'habituer à briser les règles, parfois c'est contourner les contraintes. Parfois, le simple fait de poser la contrainte et de réfléchir à comment aller à l'encontre amène la découverte. Par exemple, une idée majeure dans l'histoire des idées mathématiques, c'est quand on s'est dit, est-ce qu'on peut s'affranchir de la contrainte que le carré d'un nombre réel, que le carré d'un nombre est toujours positif. Prenez un nombre négatif multiplié par lui-même, moins par moins égale plus, il devient un nombre positif. Donc n'importe quel carré est positif. Ouais, ben c'est embêtant ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre l'équation comme quelque chose au carré égale moins 1. Progrès considérable a été accompli au XVIe siècle quand les mathématiciens italiens comme Cartan, comme Tartaglia se sont dit, imaginons un objet qui se libère de la contrainte de positivité du carré, dont le carré soit égal à moins 1. Et c'était le démarrage de toute la théorie algébrique moderne en un certain sens. En mathématiques, si vous y réfléchissez, on a des contraintes extraordinaires qui s'appellent la démonstration rigoureuse des formules. Et toutes les formules célèbres mathématiques, comme celle qui est tout en bas, la plus belle de toutes, comme on a l'habitude de dire, E puissance I pi égale moins 1, ou celle qui semble complètement incongrue et à laquelle il faut donner sens, ça ne va pas de soi, qui est encadrée au milieu, 1 plus 2 plus 3, etc. La somme de tous les entiers est égale, en un certain sens, à moins 1/12. Toutes ces formules, il faut les démontrer. Et la règle de la démonstration mathématique, c'est une des plus contraignantes qui soit. Démonstration dans laquelle chaque étape doit être prouvée d'une façon qui laisse aucune place au hasard. Même si vous avez 1 milliard d'indices concordants, ça ne suffit pas. Démonstration obtenue par la rigueur du raisonnement déductif. C'est une contrainte extraordinaire et c'est bien pour ça que la mathématique est une discipline reine de l'inventivité. Et c'est pas à résoudre, c'est pas à utiliser les contraintes qui vous rend célèbre, c'est utiliser les contraintes et trouver quelque chose de nouveau. Remarquez d'ailleurs que le genre littéraire historiquement le plus contraint et dans toutes les cultures, c'est la poésie. Et c'est aussi celui dans lequel on parle plus de l'inventivité, de la créativité des poètes. Mais quand on se donne des règles sur les assonances, sur le nombre de syllabes et tout ce qu'on veut, c'est se donner des contraintes et en même temps donner des espaces de créativité. 6e ingrédient, travail et illumination. Et à travers l'aventure de Poincaré, à travers ce que je vous évoquais sur mes propres recherches ou le travail de Szilard, vous comprenez bien que c'est pas seulement l'un ou seulement l'autre, c'est une interpénétration, travail, illumination et de moments où vous êtes complètement immergé et avancé systématiquement dans le problème et de moments brusques où il y a une illumination. Le grand théoricien de l'informatique et l'un des pères de l'intelligence artificielle, Claude Shannon, dans un de ses écrits, avait recensé 6 figures de pensée importantes dans la genèse des démonstrations: simplification, analogie, reformulation, généralisation, analyse structurelle, très important pour les mathématiciens, savoir qu'est-ce qui dépend de quoi, quel est le paysage, quelles sont les idées qui impliquent les unes les autres, qu'est-ce qui est à la fondation, qu'est-ce qu'on doit mettre à la base, ou rang versus sa base, etc. Et puis inversion, au lieu de se demander de quoi on part, se demander où on veut aboutir, etc. etc. Et vous voyez ici qu'il y a de la part même des théoriciens ou de mathématiciens aussi puissants que Claude Shannon, la volonté de s'interroger sur c'est quoi les différents outils, comme un mécanicien avec son tournevis et ses clés à molette, les outils avec lesquels je vais ranger les briques de pensée, les équations, les formules, et les ajuster, et me faire ma petite trousse intellectuelle là-dedans. 7e ingrédient, comme si ça ne suffisait pas, tout cela déjà. Hein. Je vous ai parlé de la documentation, de la motivation, je vous ai parlé des échanges, je vous ai parlé de l'environnement, je vous ai parlé des contraintes, je vous ai parlé des illuminations avec le travail. Il en faut quand même autre chose, de la persévérance et de la chance. Je mets les deux ensemble parce qu'ils vont ensemble. Plus vous êtes persévérant, plus vous avez de la chance que la chance vous tombe dessus, si vous voyez ce que je veux dire.
Et l'une des qualités les plus importantes que j'ai pu avoir dans ma vie de mathématicien, ça a été me rendre compte quand j'étais en train d'avoir de la chance. La chance, des fois, c'est la rencontre. Quand Montgomery et Dyson, deux grands physiciens mathématiciens, travaillant sur des choses complètement différentes, se rencontrent au thé à Princeton et découvrent qu'ils travaillent sur la même formule, venant de deux contextes complètement différents, et décident de comprendre ce qu'il y a derrière. Ou quand, alors que j'étais jeune thésard et pas spécialement connu encore, je découvre en lisant le cours d'un probabiliste toulousain, Michel Ledoux, que tel théorème qu'il cite dans son cours, ça ressemble à quelque chose que j'ai entendu dans un séminaire portant sur un sujet de physique mathématique complètement différent du jeune mathématicien allemand Félix Otto. Et si ça se trouve, je peux utiliser ce que j'ai entendu dans le séminaire là-bas pour résoudre le problème qui est ici. Et ça a été la matière d'un de mes articles les plus vite écrits, quelques jours, les plus courts. Non, les plus courts, j'exagère, parce qu'à la fin, étoffé, il faisait 35 pages, mais là, le cœur de la démonstration, il tenait en 2 pages. Et les plus féconds, ceux qui ont eu le plus de descendance, un de ceux qui ont été le plus cités, qui ont le plus engendré, etc., etc. C'était un coup de chance extraordinaire de tomber sur le problème du cours de Michel Ledoux et d'avoir assisté à l'exposé de Félix Otto quelque temps avant. Aucun de ces deux exposés ne portait sur mon sujet de thèse, mais ils étaient liés vaguement. Bon, c'est un coup de chance extraordinaire, comme il vous en arrive que quelques-uns dans votre carrière. Mais si j'avais pas été curieux, assisté à l'exposé, curieux lisant le cours, curieux me demandant ceci et ça, si j'avais pas été dans une démarche active, il n'y aurait jamais eu le coup de chance. Donc, le coup de chance, mais c'est bon de favoriser la chance. Ouf. Avec tous ces ingrédients, on se dit, la bonne idée quand même, c'est quelque chose de précieux. Si ça demande tellement de choses, il faut le chérir. Ouais, c'est bien pour ça qu'on en parle et c'est pour ça qu'on se les raconte, ces histoires. Toutes ces histoires que je vous ai évoquées, des petites, des grandes, on les retrouve dans les exposés d'histoire des sciences. On ne se contente pas de vous donner les résultats. On vous parle des circonstances. On les chérit, on les cultive, ces idées. On va terminer avec deux citations qui nous parlent de la façon dont les idées sont précieuses, citations qui ont leur caractère littéraire aussi. La première est de Thomas Jefferson. « Si la nature a rendu une chose moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée, que l'individu possède seulement tant qu'il la garde pour soi. Dès l'instant où elle est divulguée, elle s'impose à la possession de tous, et celui qui la reçoit ne peut s'en défaire. Ce qui en fait aussi sa particularité est que personne ne la possède moins, car chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien. De même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres. » D'abord, savourons cette citation de Thomas Jefferson qui nous rappelle un temps où les présidents des États-Unis d'Amérique parlaient bien. Et ensuite, savourer et méditer cette chose extrêmement importante. Une fois que l'idée est là, il n'y a pas de copyright sur les idées, pas de brevet. Elle s'impose à tous, elle est dans le fond commun. Et ce n'était pas à Léo Szilard de décider ce qu'on allait faire de la réaction en chaîne, c'était à la société tout entière. Et ce n'était pas à Einstein, à Smoluchowski de garder pour eux l'idée des atomes, c'était à la société tout entière. À bien garder en tête dans un contexte où, de partout, les agents breveteurs, copywriters sont là pour essayer de monétiser le plus possible tout ce qu'il est possible de monétiser, de garder en tête cette idée que fut un temps où le président d'un État puissant vous indiquait bien que les idées appartiennent à tout le monde. La dernière est pour Henri Poincaré. La pensée est comme un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout.
Et voilà, chers amis, on a essayé ce soir d'éclairer un peu la nuit. Je vous affiche ici quelques petites références, quelques remerciements ou conseils de lecture, et je vous remercie pour votre attention.